Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Le lieutenant-colonel Zida avait pris la tête du Burkina Faso après la démission du président Blaise Compaoré. Il en est désormais le Premier ministre. Il a été nommé ce mercredi par le président de la transition, Michel Kafando. Un sommet Turquie-Afrique se tient actuellement en Guinée équatoriale. La Turquie affiche en effet de plus en plus ses ambitions de partenariat avec le continent africain. L'entrepreneuriat, facteur de développement pour le continent, une semaine lui est d'ailleurs consacrée au Congo, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Au Burkina Faso, le président de la transition, Michel Kafando, a nommé son Premier ministre. Il s'agit du colonel Zida qui avait pris la tête du pays après la démission du président Blaise Compaoré, nomination à laquelle beaucoup s'attendaient. Ibrahima Ndiaye. Au lendemain de la prestation de serment du nouveau président de la transition, Michel Kafando, le Burkina Faso vient de franchir une nouvelle étape avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. En effet, le lieutenant-colonel Isaac Zida vient d'être nommé chef du gouvernement ce mercredi 19 novembre. Une nomination qui ne semble pas être une surprise du côté de Ouagadougou. Tout semblait indiquer que c'est lui qui allait être nommé. Les rumeurs se sont faites très persistantes ces derniers jours, depuis la désignation du nouveau président, Michel Kafando, au poste de président de la République. Donc les rumeurs, en fait, se sont confirmées. Qu'est-ce qu'il peut bien apporter? Disons que laissons l'avenir se faire. Il reste, lorsque vous échanger avec une frange de l'opinion, notamment la frange jeune, il y a un peu une sorte d'arrière-goût amer dans ce processus, parce que dans l'esprit des citoyens, la parenthèse militaire devrait être fermée totalement. Mais je crois comprendre que, en fait, c'est une parenthèse qu'ils veulent fermer progressivement. Ils veulent éviter une rupture totale, qui peut aussi créer peut-être d'autres problèmes au sein de l'armée. Mais à mon avis, il est trop tôt pour dire de quoi est-ce qu'il peut être capable. Laissons-le à l'épreuve et on appréciera. Ce qui est important, c'est que nous maintenons la veille citoyenne. Le président de la transition, Michel Kafando, a été désigné par consensus ce dimanche 16 novembre 2014. Il a été élu par un collège de 23 membres, en majorité des civils. Mais la nomination du lieutenant-colonel Isaac Zida est aux yeux de certains Burkinabés un renvoi d'ascenseur en direction de l'armée. Il y a des coïncidences troubles, un peu, évidemment, mais je n'ai pas d'éléments. Mais ce qui est un fait constant, c'est que Michel Kafando a été un candidat proposé par les militaires. Mais il a fait consensus au sein du collège de désignation. Est-ce que il y aurait eu un deal entre lui et les militaires? Je ne souhaiterais pas m'avancer jusqu'à ce niveau. Je pense que dans un processus comme le nôtre, ce qui est important, ce n'est pas tant les individus, mais c'est ce que les individus sont capables d'apporter dans le processus. Donc attendons de voir. Ils auront leur 100 premiers jours. On pourra en ce moment faire un bilan objectif. Maintenant, j'ai une inquiétude, est-ce que la communauté internationale va accepter? Le nouveau chef du gouvernement, Isaac Zida, doit transmettre symboliquement ses pouvoirs au président de la transition, Michel Kafando, lors d'une cérémonie ce vendredi en présence de plusieurs chefs d'État de la sous-région. La composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée ce jeudi 20 novembre. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est en visite en Algérie. Il s'est entretenu ce mercredi avec son homologue Abdelaziz Bouteflika dans le cadre du renforcement continu de relations entre les deux pays, un renforcement lié par un traité d'amitié et de coopération signé en 2006. Des conventions en ce sens ont d'ailleurs été signées et un forum économique exclusivement consacré au partenariat entre les deux pays est également prévu. Et la Turquie est aussi désireuse de renforcer ses liens, pas seulement avec l'Algérie, mais avec l'ensemble du continent africain. Un sommet en ce sens se tient à Sipopo, en Guinée équatoriale, du 19 au 21 novembre. Et notre correspondant Serge Kofi y est. Voyez son reportage. Le sommet Afrique-Turquie s'est ouvert ce mercredi après-midi à Sipopo avec la réunion des experts des 14 pays du continent. Définir un nouveau modèle de partenariat en vue d'améliorer le développement durable. 6 ans après un premier sommet organisé à Istanbul, les attentes de ce deuxième sommet se dessinent autour de la recherche d'un partenariat économique dynamique. C'est un sommet très important qui se tient et qui réaffirme l'intérêt que l'Afrique a en commun avec la Turquie. Donc c'est le deuxième sommet. Donc comme vous le savez, c'est un sommet qui s'inscrit dans le cadre du nouveau partenariat. C'est-à-dire c'est un nouveau modèle de partenariat pour l'intégration également, mais pour le développement également durable.
Donc nous attendons vraiment de ces partenariats qui est très historique et très fructueux. Comme vous savez, la Turquie, c'est une grande civilisation. Avec l'Afrique aussi qui renaît, nous avons des projets très ambitieux que nous attendons que ces projets puissent se réaliser au profit de nos deux peuples. Ces dernières années, la Turquie s'est positionnée dans le cadre d'une coopération économique avec le continent et a su renforcer ses liens diplomatiques. Il reste à présent aller au-delà des objectifs fixés lors du premier sommet en 2008. Au cours de ce sommet, le temps est venu pour nous de réfléchir sur les stratégies pour atteindre nos objectifs, la prospérité, la paix pour les peuples de l'Afrique et de la Turquie. Nous savons que les opportunités sont énormes entre la Turquie et la majorité des pays africains, notamment dans le commerce et le transfert des technologies. Longtemps léthargiques, les relations politiques et économiques de la Turquie avec le continent ont connu un coup d'accélérateur en 2005, décrété année de l'Afrique par la diplomatie turque. À l'issue du sommet de Malabo, une déclaration de principe et un plan d'action pour la période 2015-2018 seront adoptés durant ce sommet qui mettra l'accent sur l'agriculture, l'éducation, la santé, l'énergie, le commerce et l'investissement, la paix et la sécurité. Autre événement économique, celui qui se tient depuis ce mardi au Congo, il s'agit de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, concept créé aux États-Unis en 2008 et repris par plusieurs pays. Cet événement a pour principal objectif de mobiliser les jeunes du monde entier dans l'optique de voir émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs. Reportage de notre correspondant Prince Bafolo. En République du Congo, la formation des employés dans les entreprises intéresse de plus en plus les chefs d'entreprise. Recruter les profils qui correspondent aux besoins de l'entreprise, recycler et former continuellement son personnel sont des conditions qui s'imposent pour estimer garder le cap dans un environnement de plus en plus concurrentiel. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, qui se tient à Brazzaville, est une occasion pour les promoteurs de mesurer l'impact de la formation. Ce mardi, experts et chefs d'entreprise ont débattu sur le thème « La formation comme levier de développement des jeunes entreprises ». Nous constatons malheureusement que nous évoluons dans un environnement où la formation en fait n'est pas encore perçue comme étant un élément qui peut contribuer à la stratégie de l'entreprise. Si la question de la formation en entreprise reste une préoccupation, celle des cursus universitaires est aussi importante. L'inadéquation formation-emploi pose un problème pour la compétitivité des entreprises. Sortis des universités, certains étudiants ne correspondent toujours pas au profil recherché sur le marché de l'emploi. Il faut investir dans la formation. La formation, c'est quelque chose de très important si on veut obtenir des résultats probants. Le Congo encourage actuellement l'initiative privée et souhaite attirer les investisseurs. Avec environ 6,8% de prévision de croissance pour 2015, la République du Congo se veut une destination sûre pour l'investissement. Mais malgré la volonté de l'État d'assainir le climat, l'environnement des affaires, encore peu rassurant, constitue toujours un frein à l'investissement. Cette semaine, avec tous les thèmes que nous sommes en train de débattre, nous donne à nous, secteur privé, une certaine armure pour essayer d'aller de l'avant. Longtemps tourné vers la fonction publique, le Congo connaît depuis quelques années une montée considérable de l'initiative privée. Un secteur qui ne saurait devenir fiable sans la formation de ses acteurs. La lutte contre l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, un impératif sur lequel les pays africains s'accordent. Plusieurs acteurs entrent ainsi dans cette dynamique, notamment le secteur privé, dont la contribution au fonds spécial Ebola est estimée à 32,6 millions de dollars. Idlette Bissou. La lutte contre Ebola s'intensifie sur le continent. Le secteur privé africain, à travers plusieurs entreprises, apporte sa contribution aux États touchés par la fièvre hémorragique Ebola, à travers le fonds spécial Ebola initié par l'Union africaine. Objectif, conjuguer ensemble les efforts pour maîtriser l'épidémie qui touche le continent. Les chefs d'entreprise en Afrique qui se sont ralliés à l'appel de l'Union africaine pour discuter des approches coordonnées à la crise de l'Ebola. Nous sommes reconnaissants pour leurs idées pour faire face à ce défi africain et mondial commun. Nous avons tous convenu qu'il y avait un besoin urgent de mobiliser les Africains et coordonner tous nos efforts pour maîtriser et débarrasser le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée de l'Ebola et le reste de l'Afrique.
À travers le fonds spécial Ebola créé au sein de l'Union africaine pour appuyer les pays, les acteurs du secteur privé apportent leur contribution financière pour aider les États à lutter contre Ebola. Des banques, des entreprises de communication ou encore agroalimentaires ont participé à cette mobilisation. À ce jour, nous avons reçu des promesses, des contributions financières du fonds Ebola UA, secteur privé, d'un montant de 32,6 millions de dollars. Nous sommes conscients de l'urgente nécessité pour nous tous de faire davantage et agir plus vite. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire en sorte que notre continent et le monde soient libres d'Ebola. Une campagne SMS coordonnée par l'ensemble des opérateurs de téléphonie mobile d'Afrique sera lancée le 1er décembre 2014. Cette initiative permettra de percevoir des contributions équivalentes à $1 par SMS. Par ailleurs, l'Union africaine prévoit d'augmenter le déploiement d'agents de santé dans les pays touchés par le virus Ebola. Objectif, atteindre au moins 1000 agents en Afrique de l'Ouest d'ici la fin de l'année 2014. En Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, le rêve de l'ancien président Houphouët-Boigny, se réalise peu à peu. D'un village agricole, elle est devenue une ville dotée d'infrastructures modernes et qui font d'elle la capitale politique de la Côte d'Ivoire depuis 1983. Immersion avec notre correspondant Olivier Conan, commentaire Christelle Dayambaya. Le rêve du premier président de la Côte d'Ivoire devient réalité. Devenue capitale du pays depuis le 21 mars 1983, la ville de Yamoussoukro se développe au fil du temps. Cet ancien village dispose aujourd'hui d'infrastructures modernes, dignes d'une capitale. Avec ses 260 000 habitants, elle se veut une ville moderne, dotée d'atouts nécessaires, susceptible d'attirer des investisseurs. Grâce au processus de transfert de capital à Yamoussoukro, depuis une trentaine d'années, de nombreux projets d'infrastructures ont vu le jour. La vie de la commune, c'était essentiellement dans la cité et que les villages étaient laissés pour compte. Et or, c'est le plus nombreux dans les villages. Et donc, ce que nous avons pu faire, c'est de construire des écoles. Il y avait dans beaucoup de villages des écoles, mais il fallait donc renforcer ce qui existait. Donc, nous avons construit d'autres bâtiments. Et premièrement pour qu'il y ait moins d'élèves dans les classes, et deuxièmement pour que, et surtout, chaque école puisse accueillir beaucoup plus, disons, d'élèves venant dans le village. Et ensuite, nous avons construit des dispensaires. L'une des potentialités économiques de Yamoussoukro est le développement du tourisme religieux. La ville accueille l'une des plus grandes basiliques du monde, la basilique Notre-Dame de la Paix. Consacrée en 1989 par le feu Pape Jean-Paul II, elle est devenue le centre d'intérêt des touristes de passage à Yamoussoukro. Mais depuis la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo en 2011, le développement de la ville capitale semble s'être arrêté. Nous sommes revenus au plan urbain directeur tel que Houphouët-Boigny l'avait voulu. Tout cela, ça prend du temps. Ensuite, il faut adapter ce plan, parce que ce plan a plus de 40 ans. Nous sommes donc dans cette phase-là. Mais à côté de ça, nous sommes aussi en train d'établir un programme de transfert de la capitale. Elle ne peut pas se faire en un jour. Yamoussoukro est une ville d'avenir. C'est la conviction des autorités locales qui estiment que les ressources humaines et matérielles sont aujourd'hui disponibles pour faire de la ville une capitale moderne et un pôle économique incontournable de la Côte d'Ivoire. Le plus important sera donc l'acquisition des financements nécessaires pour l'aboutissement de tous ces projets. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et restez sur Africa 24. Dans un instant, retrouvez à partir de 9h30 GMT notre édition spéciale en direct de Marrakech au Maroc où se tient la 5e édition du sommet global de l'entrepreneuriat dont les travaux se sont ouverts ce mercredi.